toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce vidéo Tech Honor de juin. Donc aujourd'hui, on a Victor qui nous présente les nouveautés de .NET 10. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser, on répondra à la fin, enfin plutôt Victor. Victor, je te laisse prendre la main. Ok, merci Jeanne. C'est parti. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de .NET 10. Je vais vous présenter .NET 10 sous sa dernière preview disponible au public. Donc, c'est la preview 4, sortie le 13 mai. Commençons. Donc, dans cette présentation, je vais vous parler de .NET en lui-même, donc la runtime, la CLI. Je vais vous parler aussi de C# 14 et des modifications qui ont été faites dans ASP.NET. À la fin, je couvrirai un petit peu les mentions honorables, mais voilà. Donc, petit disclaimer, il faut savoir que .NET, c'est gros et qu'il y a eu beaucoup de mises à jour, beaucoup d'updates qui ont été intégrés dans l'écosystème. Et c'est impossible pour moi de tout couvrir en 30 minutes, même grossièrement. Donc, c'est considérer en fait cette présentation un peu comme une synthèse des choses que j'ai estimées qui valaient le coup d'être mentionnées dans ce Taken Hour. Et voilà, donc vous attendez pas à ce qu'on couvre .NET MAUI, Blazor ou Entity Framework. J'en parlerai, mais je ne couvrirai pas les updates qui ont été faits dessus. Ici, on va plutôt se focus sur ASP, C#, la runtime et la CLI. Je ferai peut-être une présentation sur les autres frameworks, les autres technologies, dans un autre Taken Hour plus tard, mais j'en parlerai à la fin. Voilà. Donc, commençons en parlant de la runtime et de la CLI.NET. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord parler de la runtime et ensuite on switchera sur la CLI. Donc, au niveau de la runtime, il y a eu pas mal d'optimisations qui ont été faites sur l'itération des boucles en .NET 9 et Microsoft continue en fait de mettre à jour la runtime sur ces optimisations pour en fait en profiter un maximum. Aujourd'hui, on a le compilateur just-in-time qui est capable de, grâce à la boucle que vous voyez là, de faire des optimisations pour en fait utiliser la pile, inliner l'appel à cette fonction et pouvoir en fait retirer des checks que pourrait faire un compilateur sur l'utilisation du tableau, parce que là, il voit très bien qu'on le parcourt juste. Problème, c'est qu'avec la version actuelle de .NET, donc la 9, une fois qu'on abstrait le tableau sous une autre interface qui est ici enumerable, et ben en fait le just-in-time il n'arrive plus. Il ne sait plus en fait faire la compatibilité entre l'interface, on va dire normale enumerable, et celle d'un tableau C#. Dans .NET 10, ils ont rendu en fait cette interpolation entre les deux interfaces possible, et du coup, le compilateur just-in-time peut faire les mêmes optimisations qu'il y a à gauche, mais cette fois-ci sur le code qui est à droite. Voilà. Donc rien n'a changé dans votre code, mais il faut savoir que l'itération sur les boucles se fait de mieux en mieux depuis .NET 9, et là c'est encore mieux dans .NET 10. On a aussi des optimisations sur l'utilisation de la mémoire. Mon écran a coupé. Ok. Tu vois toujours Ok. Bon, si on m'entend toujours. Ok. Est-ce que c'est revenu? Ok, attends, je partage. Voilà. Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc, comme je disais, on a eu des optimisations sur l'utilisation de la mémoire. Donc maintenant, le just-in-time est capable en fait de détecter l'utilisation de variables comme on peut voir dans cette fonction print, qui sont en fait scopées à l'appel de la fonction, et peut en fait mettre tous les appels qui vont être réalisés sur la pile au lieu du tas pour des objets de valeur comme on a là, sans pointeur. Voilà. Et ça, il est capable de le faire dans la version de .NET 10. Voilà. Donc ça, c'était pour les optimisations de la runtime. Maintenant, on va parler de la CLI. Donc la CLI.NET. Je vais basculer sur mon terminal. Voilà. Je vous demande une petite seconde. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai bien la version .NET 10, Preview 4. Dans cette version de la CLI, on nous offre deux petites améliorations de vie, dont une grosse, vous allez voir. Déjà, il est possible, grâce à la nouvelle version, d'avoir une autocomplétion comme on avait avant, mais avec des features en plus. Par exemple, si je fais .NET Run et que j'appuie sur Tab, et ben en fait, il va m'ouvrir un menu d'autocomplétion que je peux parcourir avec les flèches,
qui comprend une description de chaque opération. Comme vous pouvez le voir là, il me dit à quoi sert chaque chose. Voilà, donc ça, vous pouvez l'avoir pour votre terminal, enfin votre version de .NET en faisant .NET Compilation Scripts. Et il va vous balancer en fait un script que vous allez pouvoir intégrer dans votre profil PowerShell ou en fonction du shell que vous voulez, hein, parce que vous avez différents scripts en fonction de la version. Vous pouvez utiliser Bash, Fish, Shell, PowerShell ou Zish. Et il va en fait vous rendre la possibilité, enfin il va vous mettre l'autocomplétion pour avoir ces petites descriptions, la liste des commandes, tout ça. Voilà, c'est vachement pratique. Maintenant, deuxième nouveauté dans la .NET CLI. Donc cette fois, je vais passer sur Visual Studio, Code, pour vous montrer un petit programme. Donc là, je suis sur, voilà, je suis sur Visual Studio Code, j'ai un petit programme alone.cs qui contient du code C#, et comme vous pouvez voir, ce fichier C# est tout seul. Il n'y a pas de CSproj, pas de solution Visual Studio, il est tout seul. C'est un fichier .cs tout seul. Ce qui se passe, c'est que maintenant, dans .NET 10, je peux faire tourner mon application sans fichier de projet. Donc en fait, je lance, il va restaurer les packages NuGet, compiler le programme et le lancer. Et il va gérer en fait une exécution, on va dire, isolée de tout projet. Et ça, c'était pas possible avant. Donc Microsoft a mis ça en place pour pouvoir rendre un peu plus accessible le langage, pour qu'on puisse faire un petit peu plus de tests, on va dire, de petits POC à la volée comme ça. Donc c'est vachement pratique. Et j'en profite pour vous montrer une des évolutions qu'il y a eu dans le langage C#. Comme vous pouvez le voir là, j'ai affiché une liste d'éléments. En fait, elle est mal ordonnée. Vous pouvez voir que le 10e élément apparaît après le premier, ce qui n'est pas, on va dire, logique d'un point de vue humain. Mais en fait, c'est logique parce que j'utilise un comparateur ordinal que vous devez sûrement utiliser dans vos projets. En fait, ce qui se passe, c'est que dans C# 14, on a un nouveau comparateur qui est sorti, qui s'appelle Numeric Ordering. Et si je l'utilise, vous pouvez voir que, je sauvegarde, hop, l'affichage sera différent. En fait, le numeric ordering, il va prendre en compte la concaténation de chiffres pour estimer des nombres et exercer son tri en fonction de ce critère-là, en plus, du critère alphabétique, on va dire, voilà, des caractères. Donc là, vous pouvez voir que ma liste, c'est bien affiché dans l'ordre. Bon, ça, c'était la petite démo pour la CLI. Ça me permet d'enchaîner sur la démo du langage C# 14. Donc cette fois, je vais basculer sur Visual Studio pour vous faire une petite présentation des évolutions disponibles dans cette version du langage C#. Donc laissez-moi switcher sur la bonne version. Voilà. Et j'ouvre Visual Studio. Donc, dans cette version de C# 14, on a, j'arrive, on a plusieurs, on va dire, évolutions sur le langage. La première, c'est, alors attendez, je vais zoomer parce que là on voit rien. Voilà. La première, c'est la possibilité de faire des attributions sur des variables qui sont potentiellement nulles grâce à, on va dire, l'extension de l'opérateur point d'interrogation point, qui permettait depuis C# 6 de faire des attributions vers des variables qui seront du coup potentiellement nulles elles aussi. Donc là, vous pouvez voir que j'ai une personne qui est potentiellement nulle. Donc si j'utilise l'opérateur et que cette variable est nulle, et name sera nul parce que du coup, je ne peux pas évaluer cette partie-là. P est nul. Donc name est nul. Maintenant, si on veut faire des attributions sur P et que P est potentiellement nul, en C# 13, il faut faire un check. Vous êtes obligé de vérifier que P n'est pas nul pour faire des modifications sur P. Et en C# 14, c'est plus nécessaire. Vous pouvez dire, si P est nul, tout ce qui arrive après ne sera pas appliqué. Donc voilà, c'est une des évolutions qui va en fait réduire, entre guillemets, votre verbosité de code et rendre un peu plus
en fait, épurer votre en réduisant un petit peu le nesting de vos appels, tout ça. Donc c'est plutôt bien. Si vous voulez tester cette feature, il faut que vous mettiez en place sur votre projet le Lang Version Preview. Sinon, regardez, je l'enlève. Et il faut attendre un petit peu qu'il compile avec cette nouvelle version. Et là, il va me dire que c'est pas possible. Il va me dire, ah, tu utilises ça, mais en fait, la null conditional assignment, c'est disponible qu'en preview, donc on met preview. Voilà. Donc ça, c'était la première évolution du langage. Maintenant, deuxième évolution. Les extensions ont été changées. Les extensions peuvent toujours être comme elles sont, mais on a à notre disposition maintenant une alternative. Donc en C# 13, vous déclariez votre extension comme ça, vous disiez j'ai envie d'étendre cette classe, ou une interface, peu importe. C'est une méthode statique qui s'appellera dessus et je peux l'appeler comme cela. Bon, voilà, très bien. En C# 14, du coup, hop, on évolue. On a un nouveau mot-clé, extension. Et en fait, on peut changer la déclaration de notre extension, un peu comme on le faisait avant, il n'y a pas grand-chose qui change. Plus obligé de dire ce qu'on étend, et on encapsule notre méthode d'extension pour cet objet. Alors, laissez-moi régler les problèmes de linting. On va remettre les parenthèses. Ça reste une méthode plus statique. Voilà, donc là on accède à la source. C'est vraiment la même chose. J'ai juste changé la syntaxe, la logique reste la même. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est ajouter un nouveau type d'extension disponible dans C# 14, qui sont les extensions de propriété. Donc là, je crée une propriété qui s'appelle first. Cette propriété, elle a un getter. Elle peut même avoir un setter, mais il n'y a pas réellement d'utilisation d'avoir un setter dans ces extensions pour l'instant, car en réalité, vous ne pouvez pas modifier un champ associé à cette propriété, car en fait, c'est une extension de votre objet, elle ne fait pas partie de l'objet en lui-même. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez du coup utiliser la même logique que vous aviez avant pour une méthode, et vous pouvez donner cette propriété à n'importe quel framework qui aimerait l'avoir. Donc là, vous pouvez voir first. Voilà, donc là j'utilise la propriété first, qui n'est plus du tout. Alors, j'utilise toujours le getter, la méthode du getter, mais voilà, c'est une propriété. Je peux toujours accéder au getter parce que Microsoft les a rendus accessibles avec cette notation via le get underscore et le nom de la propriété. Voilà. Donc c'était une des autres, on va dire, évolutions du langage que Microsoft nous a donné pour les extensions, à voir si on en aura une utilité certaine dans le futur. Un autre élément qui arrive dans C# 14, qui je pense sera le plus apprécié des développeurs qui font des interfaces, c'est le mot-clé field. Donc voici une petite application d'interface Avalonia. Donc, je l'ai cloné depuis le repo Avalonia Samples, donc c'est vraiment des samples classiques. On a un main view model controller ici. Voilà, on a nos backing fields, on a nos propriétés. Voilà. Maintenant, ce qui est possible de faire avec C# 14, à condition que vous ayez activé la preview du langage, évidemment, vous pouvez, si vous le souhaitez, tout simplement retirer en fait vos backing fields. Vous n'en avez plus besoin. Et vous les changez avec ce petit mot-clé field à la place. Ce qui simplifie énormément le code. Maintenant, on n'a plus besoin du tout d'avoir tous vos backing fields qui viennent polluer en fait vos view models, et ils deviennent en fait très épurés. Voilà. Donc en réalité, ce field-là, en fait, le compilateur, il va l'interpréter comme ce que vous aviez avant. C'est juste que du coup, votre code, il est beaucoup plus visible d'un point de vue, et il est aussi plus maintenable. Il est plus facile à mettre à jour. Vous pouvez très bien faire la même chose dans vos autres classes. Donc là, vous voyez, j'en ai une un peu plus complexe qui fait des checks, mais c'est pareil, la logique reste la même. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais lancer l'application pour vous montrer que ça fonctionne bien. Donc voilà, on va laisser un petit peu le temps de compiler tout ça. Ça, c'est une des modifications qui, je trouve, est l'une des plus intéressantes. Donc là, vous voyez, j'ai mon application qui a démarré. Et donc là,
Voilà, vous voyez, ça fonctionne bien, le nom se met bien à jour et tout est comme tu es censé être. Et du coup, on est bon. Voilà. Donc ça, c'était les évolutions du langage C#. Démonstration terminée. On passe à la suite. Je vais quand même parler des petits changements quality of life qui ont été faits dans le langage. On a maintenant la possibilité d'avoir les paramètres génériques dans les lambdas sans avoir à préciser les types comme on le faisait avant. Donc, quand vous aviez un delegate, vous étiez obligé de donner les types d'entrée pour votre delegate, pour appliquer, pour avoir cette... vous n'en avez plus besoin. Aujourd'hui, vous pouvez retirer les types et utiliser la généricité de vos delegates implicitement, comme cela. Vous n'avez plus besoin de spécifier votre type d'entrée et de sortie. Voilà, simplifié. Ça permet en fait d'utiliser votre parse, votre delegate parse, avec n'importe quel type d'entrée, n'importe quel type de sortie, c'est plutôt pratique. Voilà. Le name-off a été simplifié pour les génériques. Donc maintenant, vous n'avez plus besoin de donner un type pour accéder au nom de la classe d'un de vos génériques. Voilà. Et on a deux nouveaux opérateurs LinkQ, left join, right join, qui ont été adaptés dans Entity Framework, mais j'en parlerai à la fin au moment des mentions honorables. Voilà. Maintenant, parlons du gros morceau. Donc, ASP.NET, petit rappel, ASP.NET 9 a eu énormément de changements dans, on va dire, la manière de construire vos API. Vous avez depuis .NET 9 OpenAPI, donc c'est la spécification qu'utilise Swagger, qui a été extraite de Swagger et qui a été mise dans des librairies officielles ASP.NET pour être maintenue et vérifiée par Microsoft eux-mêmes. Parce qu'en fait, en réalité, c'est ce que vous utilisez partout quand vous faites des développements d'API. Vous utilisez très souvent Swagger ou d'autres outils qui vont générer la documentation de vos API et les exposer pour vos développeurs. Bon, bah, depuis .NET 9, c'est plus nécessaire. Et vous pouvez tout simplement utiliser la librairie ASP.NET OpenAPI. Voilà. Et donc, dans .NET 10, cette librairie, elle a subi des mises à jour, des améliorations, en fait, quant à son utilisation par rapport à l'expérience développeur et les feedbacks qu'ils ont eu sur .NET 9. Voilà. Donc, pour ça, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a de nouveau en .NET 10 pour ASP.NET. Alors, laissez-moi récupérer ma solution. Hop, voilà. Donc j'ai une solution Aspire assez classique. On a un front, un back. Les deux sont en .NET 10. On a une génération du coup de notre API qui est configurée ici. Voilà, donc vous avez un petit peu comme ce que vous aviez avant avec Swagger. Donc avant avec Swagger, vous disiez bah, ajoute-moi la documentation de mon API avec cette spécification. Et donc vous disiez quels étaient les contacts, les licences, et vous pouviez même décrire en fait toute votre documentation OpenAPI comme cela. Maintenant, bon bah du coup, Microsoft le fait différemment. Vous utilisez Add OpenAPI sans avoir à installer la librairie Swagger, et vous pouvez transformer en fait votre spécification grâce à des, c'est ce qu'ils appellent des transformers OpenAPI. Donc ça, je reviendrai un peu après dessus. Pour l'instant, vous pouvez voir que j'ai un builder, j'ajoute les services Aspire nécessaires pour la télémétrie, du debugging pour les requêtes HTTP, et là, je map en fait ma spécification OpenAPI pour qu'elle soit visible en fait, depuis mon dashboard Aspire en accédant au backend. J'ai même une génération YAML de cette documentation et j'utilise Scalar pour exposer et décrire mes API pour pouvoir interagir avec au lieu d'utiliser Swagger. Voilà. J'aurais très bien pu utiliser les deux. Si je décommande ça, ça fonctionnera très bien aussi. Bon, là, j'utiliserai que Scalar. J'utilise de l'autorisation, HTTPS redirection, et là, je configure mes API. Bon, lançons l'application pour voir un petit peu ce qu'il en retourne. Donc ça me permet de faire une petite parenthèse pour vous parler un petit peu de .NET Aspire, parce que là j'utilise un projet Aspire. Aspire a subi des mises à jour. En fait, il continue d'être évolué en dehors des releases de .NET 10 ou de .NET tout court. Alors attendez que... Voilà, je crois qu'il n'a pas aimé.
Mon Chrome, il est au bout du rouleau. Je vais relancer l'application. Donc voilà, c'est mieux. Merci. Donc Aspire a continué de recevoir des mises à jour en dehors de .NET 10 et vous pouvez voir que là, je suis sur la dernière version et comme on peut voir sur la dernière version, vous avez des évolutions sur la description de vos services. Attendez. Ok, c'est bien. Vous pouvez voir le front, le back, donc c'est des petits affichages assez sympas, c'est tout ça. Si vous voulez plus de détails sur Aspire, je vous renvoie vers le précédent Tech Hour présenté par Alexis Martinier, qui vous présente la stack techno qui est sacrément intéressante. Voilà. Donc là, on va accéder à notre backend. Donc évidemment, j'ai pas de redirection, mais on va aller voir la description de notre API. Et vous pouvez voir que là, le mapping OpenAPI a fonctionné correctement. On a nos endpoints. Donc là, j'ai un endpoint Weather Forecast, j'ai un endpoint Hello, j'ai tous mes composants et quelques tags. Bon, voyons voir comment Scalar interprète cette documentation. Ok, donc Scalar me présente bien mes petites API. J'ai possibilité de m'authentifier et je peux utiliser mes API comme je le ferai sur Swagger. On va faire un petit test. Donc là, il attend à ce que je mette un nom. Je vais mettre Victor, voilà, j'envoie la requête et il me dit hello, voilà, ça fonctionne. Vous pouvez voir que dans la documentation OpenAPI présente sur mon application, j'ai mis en place un security schema, bearer token HTTP. Bon, voilà. Tout ça, en fait, vous le faites via votre application, via les transformers OpenAPI dont j'ai parlé juste avant. Et vous pouvez voir que Microsoft, en fait, a étendu un peu plus le comportement pour que vous puissiez encore avoir plus de modularité sur votre description d'API. Donc là, vous pouvez voir que j'ajoute un schéma de sécurité. Je les enregistre pour les endpoints qui contiennent un requirement de sécurité. Et j'aurais très bien pu ajouter un autre transformer du document OpenAPI en ajoutant n'importe quel type d'information, en donnant un contact, en faisant à peu près n'importe quoi. En fait, on peut vraiment modifier à la volée notre documentation OpenAPI. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, bon là j'utilise des minimal API, mais vous pouvez mapper vos API assez facilement avec, on va dire, un enchaînement un peu fluent de votre configuration. Donc là, j'ai juste donné un nom à mon API, une description, j'ai dit qu'il fallait que l'utilisateur soit autorisé à la contacter. J'ai même ajouté de la doc, dit qu'elle était dépréciée. Enfin, voilà. Un truc assez fun aussi, vous pouvez, si vous voulez, mapper directement des API vers des méthodes statiques. Donc là, Hello est une méthode statique, c'est celle que j'ai utilisée tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'en fait, vous aviez vu send the greeting, greeting a person by their name. En fait, toutes ces informations sont interprétées et vous pouvez les retrouver dans votre description d'API. Donc assez pratique. Vous faites votre méthode, vous la mappez, vous la donnez à OpenAPI et il vous fait tout le reste pour vous. Ça, c'est cool. Voilà. Donc ça, c'était pour les changements autour d'OpenAPI. On avait vu qu'on pouvait le générer en YAML, ça je l'ai montré. Et vous pouvez utiliser l'outil de votre choix, Scalar ou Swagger. C'est vous qui voyez. Alors, combien de temps il me reste? Ok. Eh ben, il me reste un peu de temps, donc je vais continuer de parler d'ASP.NET et des dernières nouveautés. Alors, on va utiliser notre API via Scalar. Donc, je vais m'identifier en fait sur cette API. Pour ça, je vais me générer un token. Alors, je m'étais fait une petite cheat sheet en avance pour pouvoir où est-ce que je l'ai mise? Ok, I guess que on va faire autrement. Alors, il faut juste que je retrouve mon passing. Voilà. Et je me génère en fait un petit token pour l'API. Voilà, j'ai mon petit token.
Donc là, je le prends, hop. Je vais sur l'API, je le renseigne, voilà, tac. Donc là, Scalar a mon token et je vais pouvoir utiliser mon endpoint déprécié Weather Forecast. Donc là, je vais faire un test request. Donc il me dit unauthorized, mais c'est normal. Voilà. Et là, c'est bon. Donc voilà, vous pouvez voir qu'avec Scalar, c'est comme vous faisiez avec Swagger, vous avez absolument toutes les capacités qu'avait Swagger à l'époque grâce à OpenAPI. Une des limitations, cela dit, qu'on a sur la version Preview 4 que j'ai remarqué, c'est que quand vous faisiez votre mapping de sécurité avec les tokens, vous pouvez voir que la description de l'API n'est pas complète. Donc ça, c'est un des trucs qui a été remonté à Microsoft lors des présentations sur YouTube. Vous savez, les gens posent des questions. Et là, du coup, c'est un des trucs qui avait été noté. La configuration de sécurité sur votre API n'apparaît pas. En tout cas, elle apparaît que partiellement, sans trop de description. Ce qui se passe, c'est que du coup, si vous utilisez Swagger avec cette configuration-là, Swagger bug, en fait. C'est pour ça que j'utilise Scalar, parce que lui, il le fait bien. Et en fait, il comprend, il arrive à faire le lien entre cette configuration et le security scheme qu'il voit ici. Bon, Swagger n'y arrive pas. En tout cas, pas sur la latest, qui est encore en preview, donc j'imagine que c'est normal. Voilà. Une des nouveautés que ASP.NET intègre pour vos minimal API, si vous, comme moi, vous faites des projets IoT et vous avez des minimal API, vous avez la possibilité d'utiliser des SSE, donc des server sent event, si vous voulez avoir de la communication serveur-client uniquement dans ce sens-là. Bon, ASP.NET vous a fait un beau packaging tout beau, tout propre pour que vous puissiez en profiter. Donc voilà, je devrais avoir un petit sample de ça sous la main. Voilà, ici. Donc là, vous pouvez voir, j'ai un nouveau endpoint qui s'appelle heartrate, qui en fait va toutes les secondes générer un random entre 60 et 100 et va les envoyer au client. Et il va le faire ça jusqu'à ce que la connexion soit coupée. Donc ça, c'est assez pratique. Si vous voulez vous débarrasser du signalaire qui fait la communication dans les deux sens et vous avez juste besoin de remonter des infos périodiquement à votre client, je sais pas moi, l'arrivée d'un produit, la notification qu'une promotion est disponible, voilà, vous pouvez le faire grâce à du SSE. Et comme vous pouvez le voir, Microsoft l'a rendu hyper accessible, quoi. C'est vraiment pas grand-chose. Server send events et vous donnez votre méthode, voilà. C'est vraiment très simple. Donc maintenant, on va passer sur les mentions honorables. Qui seront du coup potentiellement couvertes dans un prochain Visio Taken Hour. Peut-être que je ferai avant la release de .NET 10 pour rester un petit peu en avance. On a l'intégration du hybrid cache qui a été faite dans ASP.NET, Aspire et Blazor. Donc maintenant, si vous avez un distributed cache dans vos applications, vous avez l'hybrid cache qui l'englobe si vous voulez avoir un cache à 2 niveaux, hyper facile d'utilisation. Microsoft a vraiment fait un super beau boulot là-dessus. J'en parlerai peut-être. Il y a eu aussi des nouveautés dans Blazor que j'ai pas eu le temps de couvrir ici, mais ça reste des nouveautés qui, à mon avis, sont mineures. Voilà. On a eu l'intégration bout en bout de system.text.json dans ASP.NET. Donc Newtonsoft a été entièrement retiré d'ASP.NET. Voilà, c'est officiel. On a l'arrivée des JSON patch. Alors, je ne sais pas si c'était déjà disponible avant, mais du coup, maintenant, on a les patchs JSON qui sont disponibles dans le framework. Voilà. Donc, si vous voulez faire des opérations en fait sur vos textes au format JSON, vous pouvez le faire très simplement avec le JSON patch sans avoir à désérialiser entièrement le JSON dans des objets, modifier les objets et sérialiser entièrement le résultat. Voilà. Le JSON patch, c'est la solution pour ça. Vous avez les validateurs qui ont été ajoutés sur les API minimales. Donc maintenant, vous pouvez faire un add validations avec vos propres critères pour valider en amont les requêtes HTTP utilisateurs. Ce n'était pas le cas avant, voilà, ils ont ajouté. On a eu les modifications de Entity Framework sur cette nouvelle version avec les nouveaux opérateurs LinkU qui ont été intégrés. Vous avez aussi différents comportements avec des custom lambda et des trucs comme ça. Voilà, peut-être que j'en parlerai dans une prochaine présentation et les nouveaux opérateurs LinkU dont j'ai parlé. Les ressources utilisées pour cette présentation ont été majoritairement tirées de Microsoft eux-mêmes, un peu de la communauté.
Bon, je vous ai mis les liens officiels pour pouvoir creuser un peu plus les points qui vous intéressent. Donc, tous ces liens, je les publierai sur LinkedIn. Vous pourrez aller voir mon profil. J'ai un post qui, à 13h15, se publiera automatiquement avec ces liens. Donc, vous cherchez Victor Malo et vous verrez le post s'afficher avec ces liens-là. Vous pourrez cliquer dessus et aller creuser un petit peu. Je vous recommande quand même, si vous avez du temps à perdre, puisque chaque vidéo dure 1 heure quand même, les aperçus .NET 10 présentés par Microsoft sur YouTube. Donc, ils ont une playlist d'à peu près une quinzaine de vidéos où ils présentent toutes les features. Chaque vidéo dure 1 heure ou plus, mais c'est assez intéressant. Voilà. Et voilà, bah merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Jade va me les remonter et puis moi, je peux essayer d'y répondre. Voilà. Merci. Merci beaucoup Victor. Pour le coup, oui, on a eu quelques questions, donc je vais les publier dans l'ordre de demande. Donc la première, c'est celle-ci, une extension de propriété, c'est juste pour éviter de devoir taper les parenthèses quand on utilise une extension de méthode? Alors, est-ce que ça vient en remplacement, c'est ça la question? Tu peux me la redire, s'il te plaît? Je te la relis et je Ouais, pense qu'après il y a eu autre chose, mais ça n'a peut-être rien à voir. OK. Une extension de propriété, c'est juste pour éviter de devoir taper les parenthèses quand on utilise une extension de méthode. Ah! Alors, c'est vrai qu'on pourrait le voir comme ça, parce que je l'ai présenté, on va dire, de manière assez, rudimentaire, sans vraiment, trouver de cas d'utilisation qu'on pourrait avoir autour d'une propriété, au-delà d'une méthode. Mais au niveau du compilateur, c'est pas du tout la même chose. Une propriété reste une propriété. Donc, si vous avez un framework qui prend en entrée des propriétés et non pas des méthodes, et que vous voulez un comportement que vous avez dans vos méthodes, bah, ça peut être un hack que vous pouvez avoir, que vous pouvez mettre en place. J'ai pas vraiment d'idée de framework qui aurait cette utilisation. Hem, Peut-être qu'on pourrait s'arranger avec Entity Framework, je sais pas. Je sais qu'on peut mapper des propriétés, pour votre base de données avec Entity Framework. Est-ce qu'on peut étendre le comportement d'une propriété à travers Entity Framework sans avoir les bugs? Je sais pas. Mais il y a sûrement une utilité à ça, pour des limitations que les personnes qui ont déjà, affrontées sauront. Je sais que Microsoft a cette idée d'étendre des propriétés depuis des années. Ils n'ont pas vraiment dit pourquoi. Voilà. Mais en tout cas, c'est disponible. Donc, il faut juste lui trouver un cas d'utilisation en fonction de en fonction de vos problèmes, en fait. Voilà. Et du coup, je sais pas si ça venait, compléter ça, mais je vais essayer de le dire correctement et il est possible de remplacer get, return field par get, point virgule. Je suis désolée, c'est encore plus court. Ah! Je pense que c'est juste un Oui, oui, alors, c'est intéressant comme question. Hem, En fait, si vous faites un get point virgule, on parle toujours des extensions, j'imagine. Hem, En fait, vous pouvez pas. Comment dire? Hem, la propriété est une extension. Elle n'ajoute pas, d'informations dans l'objet. Donc si vous faites juste get, hem, il faut lui dire qu'est-ce que vous allez retourner. La propriété existe, vous faites un get de rien. Du coup, faudrait tester, mais pour moi, ça ne marcherait pas. By design, ça n'a pas de sens de faire ça. Donc le compilateur devrait limiter, l'utilisation des propriétés d'extension avec ça. J'ai vu que, c'était pas forcément le cas pour le keyword field. C'est-à-dire que si vous avez une propriété avec un backing field, comme on l'avait déclaré dans, l'application Avelonia là, vous n'êtes pas obligé de mentionner field. Si vous faites get, heu, flèche field, là vous pouvez abstraire le field et le compilateur comprendra qu'il faut aller trouver le field pour retourner la valeur du backing field. Parce qu'il sera intelligent pour voir
que dans votre setter, vous avez mentionné ce keyword, donc il va créer le backing field, il va faire l'association. Mais pour les extensions, déjà le keyword field ne marche pas, parce que vous ne pouvez pas ajouter de l'information dans l'objet, vous l'étendez juste. Et si vous voulez faire ça, il faudrait utiliser un autre pattern, il faudrait décorer votre objet. Voilà, il faudrait décorer l'objet en fait. Donc ouais, je pense que ça répond à la question. Et pour le coup, c'était, oui, il avait oublié d'enlever l'anonymat, mais c'était Pascal, donc il a renvoyé un message pour dire que c'était lui. Ok. Et du coup, il a aussi demandé, est-ce qu'on peut faire un left join avec EF-core dans la version query, pas méthode d'extension? Bien sûr. OK. Ouais, le left join et le right join ont été intégrés dans EF-core. J'ai pas couvert de démonstration sur ces deux méthodes, mais ils ont été intégrés dans Entity Framework. Alors, si vous voulez plus de détails par rapport à ça, vous pouvez aller dans l'aperçu global. Voilà, vous cliquez sur .NET 10 Overview. Paf, il y a une section en fait dédiée à Entity Framework et vous avez juste besoin de cliquer et il va vous les lister. C'est les deux majeurs, les deux opérateurs, c'est les majeures mises à jour qu'il y a eu, mais il y a aussi d'autres choses. Donc si vous voulez creuser, allez voir, c'est intéressant. Pascal a répondu, il a dit qu'il parlait pas des extensions, mais de l'utilisation du mot-clé field pour une propriété d'une classe. En fait, on peut faire une propriété semi-auto, par exemple, public int age, get set value Oui, égale value temps. oui, là on n'est pas obligé de mettre le field. Vous pouvez l'abstraire. Mais vous pouvez l'abstraire que si vous le mentionnez, au moins dans une des deux méthodes. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu quand j'ai fait des tests. Peut-être qu'ils vont changer ce comportement, mais vous pouvez pas faire un get set d'une backing field sans mentionner à un moment field. Voilà. Et enfin, on peut quand même monter un projet qui utilise Newtonsoft vers .NET 10 sans devoir retirer ce package? Je pense, mais vous aurez sûrement des conflits sur votre traitement de vos objets JSON. J'essaie de m'imaginer un petit peu. C'est une bonne question, je sais pas. Il faudrait faire le test. J'ai pas de cas d'utilisation comme ça là, qui montre que ce serait bloquant. Mais ouais, faudrait tester. Faudrait tester. Ça m'étonnerait pas que ce soit bloquant, mais ça m'étonnerait pas non plus que ça fonctionne. Ça dépend de votre code, j'imagine. Voilà. Voilà, j'ai pas vraiment de réponse à cette question. Faut tester. Je n'ai pas de réponse à cette question. Il n'y a pas eu de nouvelles questions, donc je pense que c'était Ok. bien clair, bien complet. On se retrouvera en juillet pour un Visio Tech an Hour. Pour le moment, on n'a pas encore le sujet. Mais on sera là. Par contre, il n'y aura pas de Visio Tech an Hour en août et on se retrouvera à la rentrée en septembre. Merci encore Victor et puis merci aussi Jérémy qui était derrière à la gestion. Eh ben, merci Jade et à plus tard pour le prochain Tech an Hour. Bonne journée. Au revoir.